C'est toujours un plaisir d'être tous rassemblés pour cette occasion qui peut avoir lieu grâce aux sages-femmes, à l'engagement des sages-femmes, à l'engagement des usagers et usagères qui se sont mobilisés pour que vous puissiez être là ce soir avec nous. Un premier grand merci d'abord à toutes les sages-femmes, donc sages-femmes de maison de naissance, sages-femmes à domicile, sages-femmes de l'hôpital, et sages-femmes en général, enfin toutes les sages-femmes, parce que voilà, c'est donner naissance, c'est par les sages-femmes qu'on peut donner naissance et grâce à nous. Et puis remercier aussi toutes les personnes qui sont impliquées dans l'organisation de cet événement, qui chaque année est plus nouveau, plus riche et voilà. Il y a beaucoup de, volontairement, le genre féminin, beaucoup de femmes formidables qui se sont investies pour que cet événement existe, et d'usagers et d'usagères du calme qui se sont investis aux côtés des sages-femmes de la maison de naissance. On voulait aussi avoir un petit mot pour le collectif des maisons de naissance dont nous sommes membres, parce que les maisons de naissance, ce n'est pas simplement une offre de soins ou un choix, c'est du militantisme, parce que depuis la loi de pérennisation des maisons de naissance, il y a eu très peu d'ouverture pour de nouvelles maisons de naissance. Donc je l'ai noté sur ma main, pas oublier parce que j'ai le bon brain. Mais en 2021, il y avait 38 projets de maisons de naissance et aujourd'hui, il n'y en a plus que 15. Et ce n'est pas parce qu'il y en a 23 qui ont ouvert. Il y en a 2 qui ont ouvert. Donc il y a énormément de projets qui se sont essoufflés parce que ça demande une énergie phénoménale de maison de naissance. Et on envoie un petit salut à nos amis de Awak et à la maison de naissance de Montreuil qui va ouvrir l'année prochaine après énormément de travail. Et à tous les projets qui sont en cours, et à ceux qui sont peut-être interrompus par manque de force vive, mais tous souhaiteraient recommencer. Et oui, une naissance en offre qui est aussi sur le point d'ouvrir avec qui c'est vrai. Bravo. Et donc, voilà, un grand merci au collectif qui s'engage aussi pour que la HAS reprenne des travaux sur les critères d'inclusion. Je vais dire critères d'éligibilité. Mais... Oui, c'est ça. J'ai réussi à le dire. Oui. J'ai pas réussi tout à l'heure, donc j'ai dit inclusion. Voilà, c'était tout pour le point politique. Tout, si ce n'est, vous pouvez donc nous soutenir, soutenir le collectif des maisons de naissance en adhérant. Donc, vous trouverez le lien sur via le calme. Je pense qu'on a des liens sur Instagram pour pouvoir adhérer. Et sinon, n'hésitez pas à venir nous voir pour savoir comment soutenir le collectif des maisons de naissance pour tout le travail de militantisme qui est fait pour soutenir les maisons de naissance. Et Dieu dit sur mon besoin. Que dire aujourd'hui, oui, les maisons de naissance, c'est parce que peut-être que c'est pas évident non plus. Il y a 10 maisons de naissance en fonctionnement, ce qui est donc en fait très peu au regard du nombre de femmes qui seraient intéressées pour accoucher en maison de naissance. On a fait donc un sondage et une femme sur 5 disait qu'elle serait intéressée pour accoucher en maison de naissance. Donc voilà, donc aujourd'hui on est vraiment très loin d'atteindre cet objectif. Et c'est pour ça qu'on se mobilise, parce qu'on croit que c'est vraiment une très bonne possibilité pour toutes les grossesses à bas risque. Et bon, sur ce mot. Oui, j'avais oublié qu'on voulait rajouter aussi un mot de soutien. Il y a une pétition qui est en cours pour des sages-femmes d'accouchement à domicile qui sont poursuivies par l'ordre, par le Conseil de l'ordre, voilà, de manière assez injuste. Et vous trouverez toutes les informations sur les différents collectifs qui ont été montés pour les défendre. Voilà, c'est l'ARS, oui, voilà, c'est l'ARS du 33, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Donc, il y a notamment des comptes Instagram qui sont créés spécifiquement au collectif de défense à la vie, je crois. C'est DAV, si je ne dis pas de bêtises. Voilà, vous trouverez ça sur Instagram. Et voilà, je vais leur envoyer notre soutien parce qu'à l'heure où de plus en plus de femmes souhaitent s'informer sur différentes modalités pour leur suivi de grossesse et la naissance, malheureusement, on ne va pas vers l'ouverture des possibilités. Donc c'est pour ça que ce genre d'événement aussi important pour échanger autour de tout ça. Et puis maintenant, on voulait vous annoncer la suite des festivités, puisqu'il va y avoir un délicieux buffet calme et quelques expositions de différentes œuvres picturales, ainsi que des lectures de récits de naissance. Margot vous en dira plus tout à l'heure. Et puis...
D'ailleurs, on ne s'est même pas présenté Pauline. Non. Parce que on va laisser se présenter les invités. Mais donc voilà, c'était donc Pauline et Emmanuel, les co-présidents de l'association des amis et usagers du Calme. Bravo. Un, deux. J'ai toujours rêvé de faire ça. Bonsoir à tous et toutes. Merci donc d'être si nombreuses et nombreux ce soir. On est réunis donc pour la Semaine mondiale de l'accouchement respecté qui est organisée par Au Calme Maison de Naissance, qui est en co-gestion entre l'association des sages-femmes et l'association des usagères et des usagers. Donc moi je me présente, je m'appelle Margot Darven, je suis maman du Calme, donc j'ai été suivie par 2 fois Au Calme, une fois par Marjolaine et Eva et une autre fois par toujours Marjolaine et cette fois Juliane, donc, que je salue, merci à vous. Et je suis géographe, anthropologue et philosophe, bref je touche un peu à tout, de formation, je suis enseignante de métier, merci à mes 2 élèves qui font des heures sup et qui sont au fond à et poétesse de vocation. Et aujourd'hui, je suis là pour qu'on s'intéresse au titre qui a guidé la SMAR cette année, c'est-à-dire « Donner naissance librement, comment s'émanciper des injonctions ». Donc on s'est intéressé à cet intitulé pour cette nouvelle édition de la SMAR. J'en profite pour dire encore merci à toutes les personnes qui ont rendu cette SMAR possible, et notamment les Bleuets et les Trousseaux pour le prêt des salles polyvalentes et de l'amphithéâtre. Et enfin, je remercie chaleureusement nos illustres invités qui nous font la joie d'être ici ce soir et que je vais maintenant vous présenter. Alors, au centre, nous avons Chantal Virement, qui a consacré sa vie professionnelle au métier de sage-femme, qui est officière de la Légion d'honneur en vertu de l'importance et de la portée de cet engagement professionnel, mais aussi personnel et militant, puisque Chantal s'est notamment engagée en faveur des droits contraceptifs et du droit à l'IVG, et ce de très longue date. Elle est également l'heureuse protagoniste du très beau film « À la vie » d'Aude Pépin, qu'on va projeter ce dimanche. Et il y aura une petite séance de questions-réponses avec Chantal à l'issue de la projection. Donc venez nombreuses et nombreux pour voir cet incroyable film dimanche. C'est une excellente activité de fête des mères, s'il vous plaît. Voilà. Ensuite, Anne, c'est pas du tout dans l'ordre de ma présentation de la façon dont vous êtes assise, donc on va faire un petit jeu. Anne Morando, elle est également sage-femme et militante. Elle a fait partie des pionnières dans la mise en place et le développement des maisons de naissance, et notamment de la maison de naissance Au Calme, dont elle a été la fondatrice, dont elle a été la coordinatrice, et au sein de laquelle elle a exercé pendant 14 années. Bravo. Et à présent, elle travaille en structure hospitalière à Carcassonne. Et ouais. Toujours en direct. À la surprise de tout le monde. Ce qui va nous être extrêmement utile pour enrichir nos réflexions. Et enfin, Judith Jakubowicz est maman du Calme, et après plusieurs expériences dans le domaine des solidarités et de l'écologie, donc ce qu'on appelle aussi les RSE, elle est entrée à l'EHESS, l'École des hautes études de sciences sociales, pour y étudier de façon comparative la maternité, notamment à l'aide d'une ethnographie comparative entre la France et les Pays-Bas. Donc, Judith a cette double casquette, à la fois d'entrepreneuse et aussi de chercheuse en anthropologie. Merci à toutes trois, et on a hâte d'entendre vos éclairages à toutes les trois. Je vais parler un petit peu encore. Ceux qui me connaissent savent que je suis très, très bavarde. Et donc, je voulais introduire un petit peu ce sujet de la naissance libre et respectée, et aussi les obstacles qui peuvent peser sur cette naissance libre et respectée. À cette fin, on a déposé, le mois qui vient de s'écouler, une boîte à injonctions dans les locaux du Calme. Et donc, j'ai pioché quelques petites inventions que je voulais vous relayer
pour amorcer notre réflexion. Et n'hésitez pas surtout à compléter ces injonctions. Vous avez des petits post-it à l'entrée, et soit à les remettre dans la boîte, soit à l'issue de nos réflexions et de la table ronde, on espère qu'on aura au moins amorcé des pistes de réflexion pour savoir comment est-ce qu'on peut se libérer de ces fameuses injonctions qui pèsent sur la naissance respectée. Donc il y a une petite affiche derrière qui s'appelle le mur des libertés avec des petits stylos. Donc si vous avez des pistes à nous proposer, à plein de cerveaux, on est quand même toujours plus efficace qu'à quelques-uns. Donc n'hésitez pas à écrire sur ce tableau ce qui vous paraît émancipateur et libérateur pour la naissance. Il est juste à gauche quand on sort de l'amphithéâtre. Alors, j'ai relevé une première injonction que j'ai renotée ici, qui était « Mais il faut une situation stable pour avoir un enfant. » Ensuite, « T'es enceinte ? T'as encore la possibilité d'avorter. » Elle est cadeau celle-là. Ensuite, « Donner le biberon. » Symétriquement. Allaiter à tout prix. Ne pas faire de bruit durant l'accouchement. Très facile. Il faut perdre ses kilos de grossesse. Et vite. Et enfin, il y en avait une dernière, mais elle était un peu longue, donc je ne l'ai pas reportée. Injonction à avoir un enfant pour une femme, pour continuer d'être considérée comme nécessité pour réussir une vie de femme. Refuser cette injonction a fait partie de ma difficulté à vivre pleinement et clairement mon désir d'enfant. Alors, ce que je voulais tirer de cette première lecture, c'était l'idée que pour les personnes enceintes, les parturientes et les jeunes parents, on voit que les injonctions qui pèsent sur nos comportements sont extrêmement nombreuses et tenaces. Dans ces délais, on peut relever deux caractéristiques. Ces injonctions sont souvent paradoxales, c'est-à-dire qu'elles vont donner pour un même comportement deux cadrages opposés qui définissent un ordre, un espace de liberté, un espace acceptable qui est extrêmement borné et extrêmement limité. C'est le cas de l'injonction qui veut que l'allaitement maternel soit une nécessité, puisque c'est le meilleur aliment, le plus adapté pour le jeune bébé, mais en même temps que la reprise rapide du travail soit également une nécessité, et que cet allaitement ne soit pas trop long, n'excède pas une durée de quelques semaines à quelques mois. D'autre part, on peut relever également que ce qu'on appelle une injonction, ce qui nous enjoint, ce qui nous ordonne, a pour substrat la présence d'une relation de pouvoir. C'est-à-dire que l'idée même d'injonction suppose une hiérarchie, une inégalité entre les deux parties, qui fait qu'il y a une des parties qui a l'autorité d'enjoindre, d'ordonner, là où l'autre doit composer, écouter, s'adapter, se soumettre. Enfin, les injonctions se distinguent du simple conseil en ce qu'elles ne se bornent pas à énoncer l'avis subjectif ou le retour d'expérience de la personne. Elles se distinguent aussi de la contrainte pure et simple, que celle-ci soit physique, par exemple dans le cas des grossesses pathologiques, que celle-ci soit institutionnelle, dans le cas des déserts médicaux, ou encore budgétaire, dans le cas de l'accompagnement global, ou de l'idée qu'il faut une sage-femme pour une femme pour accoucher. Donc finalement, la spécificité de l'injonction, c'est qu'elle comporte à la fois une marge de désobéissance possible, mais aussi une portée normative, c'est-à-dire la capacité à constituer des normes sociales. En cela, les injonctions ont la capacité de modeler le monde social. On pourrait même estimer qu'elles ont pour fonction d'en assurer la reproduction et la continuité. Elles construisent en sous-main un idéal qui serait celui de bien nourrir, bien faire naître, bien élever un enfant. Bon, relevons tout de suite que cet idéal est trompeur, puisqu'il sous-entend que les femmes auraient besoin qu'on les aide, qu'on les guide,
qu'on leur dise quoi faire à chaque étape de ce vécu transformateur, crucial. Ainsi que le souligne la philosophe Camille Freud-Voétrie dans Un corps à soi. Dès que le ventre d'une femme enceinte apparaît, celle-ci se voit privée de subjectivité. C'est-à-dire que la femme enceinte passe d'un sujet capable de faire des choix, de penser pour elle-même et d'orienter sa vie à un corps objet, objet des regards, objet des jugements et des injonctions de chacun et chacune. Dans ce cas, l'idée de donner naissance librement résonne par sa forme active comme un appel. Donc nous, on ne veut en aucun cas former de nouvelles inventions, mais bien tenter de penser les conditions dans lesquelles les femmes et plus largement les parents peuvent avoir la capacité à être acteurs et actrices de leur naissance, des naissances de leurs enfants et de leur parentalité. Donc nous, ce qu'on cherche à faire, c'est essayer de dégager des pistes pour penser des espaces de liberté, des espaces de choix dont on peut disposer dans ce moment qui est essentiel à l'échelle individuelle au niveau pour nos vies, mais aussi à l'échelle sociale, qui un moment qui est particulièrement chargé de sens et qui peut être transformateur, c'est ce qu'on pense en tout cas, aussi d'un point de vue politique. Donc on va se demander comment est-ce qu'on peut faire pour choisir librement la façon qu'on peut avoir de donner naissance, alors que la naissance apparaît toujours d'ores et déjà enserrée dans des injonctions qui sont profuses et contradictoires. Je vais maintenant donner la parole à mes invités. La première question que je voulais vous poser, c'était qu'est-ce qu'une injonction pour vous ? Est-ce que vous y avez personnellement été confronté ? Est-ce que vous en transmettez dans votre pratique ou est-ce que vous avez été amené à en observer ? Judith, est-ce que tu veux commencer, nous faire l'honneur de commencer ? Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup Margot pour cette introduction. Merci à tous aussi, je suis ravie d'être avec vous et avec mes co-intervenantes. Oui, alors, sur qu'est-ce que c'est que, pour rentrer directement dans le sujet, sur qu'est-ce que c'est qu'une injonction et est-ce que j'ai été confrontée, moi, ce dont j'aimerais un peu parler autour de ça, c'est qu'en fait, les injonctions, elles s'intègrent dans certaines normes. C'est-à-dire qu'effectivement, elles viennent commander de manière implicite et contraindre socialement des individus. Elles viennent... comme tu dis, ça va bien au-delà d'un conseil, mais en fait elles s'inscrivent dans une société et dans certaines normes en tant que telles, puisque pour avoir étudié donc, les Pays-Bas et la France, j'ai été troublée de voir que des injonctions qu'on pouvait voir en France et qui étaient, parce que souvent ça crée de l'agacement, de la frustration quand on peut recevoir des injonctions, qu'elles soient implicites ou d'ailleurs dites de manière très franche, elles pouvaient être opposées. Donc, ce qui nous semble une injonction ici peut sembler une liberté ailleurs et réciproquement. Et pour donner un exemple, sur lequel on reviendra sûrement, il y a des injonctions j'en entends beaucoup ici en France voulant dire sur quoi, mais tu vas pas accoucher à l'hôpital, mais enfin c'est là où tu seras le plus en sécurité. C'est un attendu. Donc ça c'est en France. Et puis aux Pays-Bas. Mais tu veux accoucher à l'hôpital, mais pourquoi tu as une grossesse à bas risque, pourquoi tu n'accoucherais pas chez toi et donc, dans un cas comme dans l'autre, finalement, pour parler de la natalité, de la périnatalité, la femme se trouve contrainte au sens où il y a une norme, il y a un attendu. Et donc, l'idée de l'injonction ici, ça va être d'encourager, pour le dire poliment, la femme à s'aligner avec les valeurs de la société dans laquelle elle s'inscrit. Il est attendu qu'en France, on aille accoucher à l'hôpital et pour 83% d'entre elles, de choisir une péridurale. Et donc, c'est les injonctions qu'on va recevoir parce que c'est la norme dans laquelle les femmes s'inscrivent. Quand vous êtes aux Pays-Bas, il est plutôt attendu, il n'y a que 24% des femmes qui vont prendre une péridurale, qui vont choisir l'analgésie péridurale. Et jusqu'en 2005, elles étaient 4%. Donc, c'est assez récent cette augmentation. Donc, on attend plutôt de vous en tant que femme aux Pays-Bas que vous sachiez accoucher seule. Et si jamais, pour tirer le trait dans l'autre sens, parce que je sais que c'est surprenant vu d'ici, et si jamais vous avez le malheur de vouloir vous une péridurale, on va vous regarder avec les gros yeux.
pourquoi? Mais tu fais pas comme tout le monde, tu fais pas comme ta mère, tu fais pas comme ta grand-mère, qu'elles ont accouché sans, et ton corps, il est capable. Enfin, donc, en fait, c'est intéressant, je trouve, de voir comment se libérer des injonctions se fait dans le cadre de la société dans laquelle on s'inscrit, et que dans un cas comme dans l'autre, et on y reviendra, finalement, il faut faire preuve d'agentivité pour négocier avec le système dans lequel on est, et pour arriver à en l'occurrence, trouver la voie vers le suivi de grossesse, le lieu d'accouchement et le type d'accouchement qui peut, et puis peut-être même derrière après d'alimentation, qui peut nous convenir. Voilà, c'est un peu ce premier élément que je voulais partager. Merci. Juste une petite précision à apporter. Est-ce que tu peux définir le terme d'agentivité et en quoi il s'oppose à ces injonctions? Oui, pardon. Donc la question de l'agentivité, c'est la capacité d'agir. Et donc, c'est comment est-ce que une femme, à ce moment-là, elle va être en mesure de, effectivement, s'opposer à l'injonction qu'elle reçoit, à l'entendre et à la mesurer au regard de ses connaissances, soit qu'elle a acquis par elle-même, ou soit bien sûr qu'on aura pu aussi lui apporter dans le cadre soignant, dans le cadre de son suivi avec sa sage-femme ou avec son médecin, et pouvoir déployer un choix qui sera libre et conscient, qui se reposera à, entre guillemets, simplement suivre la voie telle qu'on la lui propose. C'est pas forcément sans réfléchir, mais disons en s'inscrivant dans la norme à nouveau. Et peut-être, je pense que c'est important aussi de préciser que finalement les normes, et on l'entend un peu dans les injonctions que tu citais, enfin les injonctions, pardon, elles proviennent pas que du cadre soignant, elles proviennent de toutes parts. On l'entend de ses parents, de ses amis, c'est en ça que les normes, les injonctions, elles sont sociétales, et elles sont pas que dans le cadre parfois d'une maternité où on a l'impression que le médecin nous a dit que, mais c'est vrai que c'est bien plus large. Merci beaucoup pour ces premiers éléments de cadrage. Effectivement, c'est vrai que les injonctions, souvent, elles passent par une personne, mais elles dépassent en effet le cadre individuel. Chantal, tu voulais réagir au passage? Non, je juste que quand Marco m'a appelé, elle m'a dit voilà, il y a 4 questions, et comme ça m'intéressait les questions, j'ai construit par rapport à tes questions une réflexion. Mais du coup, j'interviendrai à la fin et je vais vous laisser parler parce que. Mais non, mais. Je vois qu'il y a des choses que je retrouve, d'autres non, etc. Voilà, donc je vous laisse. Clairement, il n'y a rien préparé, donc c'est vous connaissez. C'est normal. Moi, je dirais que des injonctions, j'en ai parce que je suis une femme. Des injonctions, j'en ai parce que je suis issue d'une famille qui m'a élevée avec ce qu'elle m'a donné. J'ai des injonctions parce que je suis sage-femme, que j'en ai eu dans mes études, j'en ai eu dans mon parcours professionnel. Des injonctions, je pense qu'on en a tous. Des injonctions, je pense qu'on en a quand on est sage-femme locale. Moi, j'ai été pendant 14 ans. Locale, on n'est pas 100 personnes, donc on travaille en équipe, donc il faut qu'on se mette d'accord. On travaille avec une maternité partenaire qui, de temps en temps, nous impose des choses et ça devient des injonctions pour nous. Aujourd'hui, je travaille à l'hôpital, j'ai des injonctions parce que l'hôpital, c'est des protocoles, c'est des façons de faire. Et même si on est une profession autonome en tant que sage-femme, c'est facile à dire, mais en fait, quand on est dans une structure, on ne peut pas faire exactement quand même comme on veut, il faut quand même respecter un certain nombre de choses. Donc, même si on peut essayer de faire bouger certaines lignes, même si on peut se poser des questions et essayer d'avoir une réflexion par rapport à des protocoles, par exemple, là, on est pris par des injonctions. Donc, oui, je pense que j'en ai imposé à des patientes, parce que j'ai mes limites, parce que j'ai une histoire. Après, comment est-ce qu'on peut se libérer nous-mêmes des injonctions et accompagner les femmes et les couples pour qu'ils se libèrent de leurs injonctions, c'est encore vraiment autre chose. Moi, dans mon parcours, ce qui m'a libérée, c'est les rencontres. Donc, c'est des sages-femmes qui m'ont transmis des choses que je n'avais pas appris à l'école. Et où je me suis dit, oui, en fait, ça c'est hyper intéressant de réfléchir comme ça et de réfléchir autrement. Je pense qu'il faut avoir une curiosité de se dire, autrement c'est ailleurs. Est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me convient pas? Est-ce que ça me convient à moi? Est-ce que ça convient à la femme que je suis en train d'accompagner? Parce que ça, c'est encore autre chose.
je ne vais pas répéter les injonctions parce que moi, à l'hôpital, aujourd'hui, je suis dans une maternité qui est plutôt très médicalisée et je suis plutôt confrontée aux femmes qui me supplient une péri alors qu'en fait, elles sont en train d'accoucher et que là, c'est un peu tard et qu'elles n'avaient pas imaginé ça dans la tête. Donc, les injonctions, elles sont pour tout le monde. Je pense que ce serait illusoire de penser qu'on n'en a pas. Mais peut-être que la première piste, c'est déjà prendre conscience des injonctions qu'on s'impose aussi à soi-même. Ben, c'est cette femme qui, le parcours, c'est un truc peut-être très banal, mais je veux dire, en tout cas, à l'hôpital, on en voit beaucoup. Ces femmes qui arrivent avec un projet physio, qui sont plus ou moins bienveillants que ce que je fais mal, un projet physio, je vais y arriver, enfin bon, on entend tout. Hein. Et puis qui n'y arrive pas et qui est aussi pris justement dans cette difficulté de ne pas réussir à faire ce qu'elle avait imaginé, ce qu'elle avait projeté. Donc l'injonction, c'est aussi parfois l'idéal qu'on s'est créé. Et dans l'accouchement, en tout cas, je crois que moi je travaille beaucoup sur ça. C'est une capacité à s'adapter à la situation et à accueillir un enfant à naître quelque part, quelle que soit la façon dont ça va se passer. Et voilà, un peu ce que j'avais envie de dire pour le coup. Je ne sais pas si j'ai très bien répondu à la question, mais voilà, j'avais envie de partager ça en tout cas pour commencer. Bah si, j'ai l'impression que tu as défini les injonctions comme un ensemble d'attentes plus ou moins formulées, plus ou moins conscientes, et parfois extrêmement directes, et avec l'idée qu'effectivement ça infuse dans notre univers social de façon très forte. Et du coup... Je peux rajouter juste un petit point. Oui, bien sûr. C'était sur le... Enfin, parce qu'en fait, si on regarde particulièrement la parentalité et la naissance, c'est un moment où les injonctions, elles s'appliquent. C'est vrai que tu disais, elles s'appliquent à tout moment de la vie. Mais c'est un moment où elles s'appliquent particulièrement, je trouve, parce qu'en anthropologie, on dit que devenir parent, la naissance, c'est un rite de passage. Et donc, c'est le moment où, donc, comme parfois, il y a des rites de passage, du passage de l'enfance à la puberté, à l'adolescence, le passage où on devient adulte, le passage où on devient parent. Voilà, il y a différentes sociétés où il y a des rites, des temps ritualisés comme ça. Et étant donné ce rite de passage, quelque part, la société est attentive à ce que, d'une certaine manière, à réguler socialement ce que deviennent ces nouvelles personnes, ce que deviennent ces êtres une fois qu'ils ont passé ce rite. Et donc, c'est aussi ça qui crée ces injonctions. Enfin, c'est un peu en décalé par ce que tu dis, mais c'est pour dire qu'il y a... Pourquoi il y a cette attention lors de la parentalité, c'est que même si on n'est plus dans une société traditionnelle, en Papouasie-Nouvelle-Guinée, et bien malgré tout, il y a un cadre dans lequel, dans ce moment où la société va attendre de nous, comme tu disais tout à l'heure, que les enfants naissent bien et que les parents les éduquent bien. Et on peut se souvenir au début du XXe siècle, lorsqu'il y avait des politiques natalistes très développées, avec les lois scélérates contre les droits reproductifs, contre l'avortement, etc. Ah oui, tout à fait. On disait, on prenait l'expression de Pasteur, il faut sauver la graine. Et il faut sauver la graine, finalement, voulait dire, en fait, il faut faire vivre, c'est le réarmement démographique, sécurité des accouchements, mise en place de l'hygiène, tout le monde accouche à l'hôpital, et c'est comme ça qu'on voilà, c'est comme... Donc, il y a un enjeu sociétal qui est fort dans ce temps-là, parce que c'est un passage à un nouvel état, et donc, quelque part, il est très surveillé aussi pour cette raison-là. Du coup, j'en viens à une autre question à laquelle vous avez déjà un petit peu commencé à répondre, mais je voudrais qu'on développe un petit peu plus, qui est dans votre pratique à toutes ou dans vos observations, j'ai l'impression que vous avez pu vous confronter à différents milieux sociaux, que ce soit à travers les lieux d'exercice, à travers les pays observés ou encore à travers différentes époques. Je pense notamment à toi, Chantal. Et je me demandais, est-ce que vous avez pu relever des injonctions qui sont tout le temps présentes, qui sont en quelque sorte invariantes, ou est-ce qu'au contraire ça varie en fonction du milieu dans lequel on se trouve, ce qui était un petit peu l'intuition qu'on avait jusqu'ici? Est-ce qu'elles se vérifient? Et si ces injonctions, elles varient du coup dans les espaces sociaux en fonction des époques, selon quels critères?
Anne, est-ce que tu veux commencer? Moi, j'aurais l'impression que l'injonction qui ne change pas, c'est la sécurité. C'est cette idée que tout le monde doit aller bien à la fin. Et moi, c'est bon, tout le monde va bien, tout s'est bien passé. Ça, c'est dans les 2 heures ou 3 heures qui suivent. Ça, je pense que c'est une injonction qui ne change pas trop, en tout cas récemment, par rapport à ce que tu racontais. Après, toute la question, c'est qu'est-ce que c'est la sécurité et où est-ce qu'on la met. Et ça, je pense que ça a beaucoup évolué quand même pendant les dernières années. Moi, mon positionnement, c'est depuis très longtemps, c'est de dire que, évidemment, que la péridurale, ça a changé énormément de choses. Moi, je pense que la péridurale, c'est une invention extraordinaire. Mais ce qui me questionne, c'est que, j'ai déjà dit à une smart, désolée pour ceux qui reviennent, c'est que comme elle est devenue un peu automatique, systématique, enfin c'est quand même généralisé, et là en 2 générations, ce qui me questionne, c'est qu'il y a quand même beaucoup de femmes qui aujourd'hui se pensent incapables de faire sans. Et ça me questionne. Qu'elles en aient envie ou besoin, ou que dans leur réflexion elles veulent arriver à ça, ça ne me dérange pas du tout. Mais c'est cette sensation de non mais moi je ne peux pas ça en fait, enfin, cette incapacité. Et je trouve qu'on l'observe de plus en plus. Alors, ce que je disais, moi c'est sûr qu'à l'hôpital il y a quand même une grosse demande. Je change beaucoup. Mais cette question, je trouve qu'elle est très importante. Et c'est des injonctions qui changent. Après, dans d'autres injonctions, il y a, c'est pour revenir un peu sur le thème de la sécurité, c'est quelque chose qu'on abordait beaucoup à la création du CAM. C'était souvent ce qu'on nous disait. Oui, mais c'est dangereux. Oui, les si essaye, oui, les si machin, oui, les si ceci, enfin. La sécurité, bien sûr, il y a cette notion de sécurité médicale dans le suivi global et dans l'accompagnement. La sécurité, on la met dans le suivi médical. D'abord, il est là parce que la sage-femme, c'est une profession médicale, et dans l'accompagnement global, bien suivi individuel, personnalisé. Donc, on connaît les gens, on construit. Enfin voilà, donc cette sécurité, elle se met à ce niveau-là. Et puis, je pense quand même que quand on est en maison d'aisance ou en accompagnement global, même si ça peut être une plateau technique du domicile, il y a une place pour la sécurité affective qui est quand même, je pense, d'un autre niveau que quand on a fait. Parce qu'elle se positionne comme peut-être, je ne peux pas dire plus forte, mais en tout cas comme quelque chose qui est indispensable pour que la femme se sente en sécurité. Et que si la femme elle est en sécurité et qu'elle se sent en sécurité, accompagnée, soutenue dans ce qu'elle va vivre, quelque part elle va être en sécurité avec son bébé. Enfin, voilà, en tout cas, c'est peut-être aussi une injonction, j'en sais rien, on l'a pas questionné, mais en tout cas on travaille beaucoup sur ça, sur cette sécurité affective qui va apporter quand même une autre dimension à juste la sécurité, c'est d'être surveillé médicalement, d'être dans un endroit où on peut tout faire si jamais il nous arrive quelque chose. C'est toujours le si jamais. Voilà, donc moi je répondrai comme ça. Comment tu veux compléter Moi, je pense, on n'a pas parlé, peut-être que tu pourrais rajouter, mais que, effectivement, en fonction des classes sociales, je trouve que les attentes, elles peuvent être différentes. C'est pas toujours comme on le pourrait l'imaginer. Je me souviens d'une patiente dans la clinique où j'observais et qui venait plutôt qui faisait partie d'une population défavorisée. Et pour elle, elle me disait ah non, mais moi, je veux absolument pas souffrir, on n'est pas des animaux, j'ai le droit à la péridurale. Il y avait une dimension de c'est un luxe que je m'offre et que la société m'offre, et je ne vois pas pourquoi on me le refuserait à moi. Sous-entendant, il y avait une forme de revendication sociale aussi, à dire c'est important pour moi d'y avoir accès. Donc, je crois qu'il ne faut pas sous-estimer ça aussi, que l'injonction ne soit pas inversée aussi.
Et oui, de manière générale, je trouve que les injonctions restent contextualisées, enfin, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, et que, voilà, aux Pays-Bas, je me souviens d'une femme qui a accouché, elle était à 8 cm de dilatation, tout se passait très bien, un peu comme dans les livres, quoi. Elle faisait 1 cm par heure, elle s'en sortait bien, voilà. Et puis à 8 cm, enfin, pour caricaturer comme ça, et à 8 cm, elle dit j'aimerais vraiment avoir du protoxyde d'azote, ce qui était autorisé tout en restant dans le cadre où elle était, à savoir une maison de naissance. Et donc elle demandait ça et ça lui permettait de rester là sans forcément être médicalisée et devoir passer du côté de l'hôpital. Et la sage-femme lui dit mais non, mais vous en sortez super bien, non mais vous y arrivez, vous êtes sûre? Et elle était là, si quand même, je sais que je peux, là je suis, parce que là-bas c'est réglementé, on ne peut pas avant un certain nombre de centimètres, elle peut à partir de 16, elle ne peut plus après 9, enfin bon, donc elle était là, si je sais que je peux, c'est maintenant, donnez-le-moi. Et il y avait cette injonction de la femme qui disait, de la sage-femme qui disait en gros c'est dommage quoi, vous allez réussir toute seule et voilà. Et donc dans l'autre sens c'était une injonction à oui voilà, votre corps peut y aller, vous pouvez le faire seul, ce serait dommage de vous priver de la fierté de pouvoir dire derrière que vous l'avez fait seul. Et voilà, donc je trouvais qu'il y a aussi des injonctions là aussi un peu inversées vis-à-vis de la médicalisation qu'on peut entendre ici. Et puis après, il y a aussi d'autres pays, le cabinet de sage-femme que je suivais là-bas, accueillait beaucoup de clientèle, elle disait, donc clientèle internationale. Et donc, je me souviens d'une Canadienne qui était un peu exaspérée parce que chaque fois qu'elle se plaignait d'avoir mal ci, mais avoir mal là, elle voulait faire un écho en plus parce qu'elle n'était pas sûre, et que là-bas il n'y avait que 2 échos, donc ça l'a paniquée. Elle disait, mais c'est insupportable ici, quand on est enceinte, tout est toujours normal. Et c'est vrai que c'est ce qu'on lui répondait, non mais c'est normal, non, c'est normal. Et elle disait, mais moi, mes copines, je leur passe un coup de fil et elles sont là, elles ont déjà fait tous les mois, elles font leur toxoplasmose, là-bas, on ne fait pas la prise de sang toxo, on ne fait pas les urines, il n'y a pas l'albumine, enfin, donc elle disait, mais elle, ça la faisait paniquer dans l'autre sens, en fait, et donc quelque part, les injonctions contraires, en fait, et les écarts culturels entre les injonctions peuvent aussi créer cette anxiété. Et du coup, en fait, elle faisait les échographies de son côté dans le secteur privé et elle n'acceptait pas le système dans lequel elle est obligée de rentrer parce qu'elle n'allait pas revenir au Canada tous les mois pour voir sa sage-femme. Voilà, donc oui, je pense que c'est assez culturel et dans le contexte. Oui. Je sais plus s'il y avait une autre question. Non, est-ce que ça varie? Non, voilà. Ouais, est-ce que ça varie et si oui, comment? Merci beaucoup. C'est vrai que c'est assez fascinant ce caractère de renversement des inventions. C'est quasiment retort. Chantal, est-ce que tu voulais ajouter? Est-ce que c'est mon moment? Non, pas encore. Non, pour le moment, ça va. Je le construis comme ça. Ok. Mais si tu veux commenter, je ne vais pas te priver. Non, je trouve ça super. Chantal, on adore. Du coup, on s'était demandé aussi avec l'équipe de la SMAR quel était l'impact qu'on pouvait observer de cette espèce de profusion d'inventions et surtout, est-ce que c'était toujours un impact négatif? On a déjà commencé à en parler un petit peu avec cette idée que les soignantes, les sages-femmes par exemple, peuvent aussi proposer des choses de façon un petit peu forte. Sans laisser trop le choix à la personne. Et est-ce que c'est forcément négatif en fait? Tu peux commencer? Allez, n'importe. Vas-y. Non, je pense qu'on peut se dire que les injonctions, elles ne sont pas toutes négatives. Quand on vous encourage à arrêter de fumer, à ne plus boire de l'alcool quand on est enceinte, c'est une injonction qui n'est pas absurde au regard de la santé de votre enfant. Donc ça reste une injonction, mais elle est cohérente face au sujet de la sécurité, par exemple. Et on travaille sur des dépistages de certaines maladies ou certaines anomalies, on en parlait. Je pense que c'est des injonctions qui sont nécessaires dans certains cas, mais on le voit, elles restent contextuelles finalement. Dans certains endroits, on vous dira que détecter la toxoplasmose, c'est pas nécessaire et qu'on agira uniquement si on voit que la personne l'a. Donc, ça, c'est la première chose. Après, qu'est-ce que ça crée?
quand elles sont nuisibles, parce que bon, on entend quand même dans beaucoup de cas qu'elles peuvent être délétères pour les parents, pour la maman. Je pense que ça peut créer de l'anxiété, de la culpabilité par rapport à ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. Je pense que parfois il y a un décalage, on dit aussi parfois dans les attentes qu'on a attendues de nous, justement, qu'on ait cette péridurale, qu'on l'ait pas. Ou à l'inverse, j'aurais aimé sentir le bébé passer, j'ai pas senti, parce qu'apparemment il faudrait sentir. Ça crée aussi parfois l'impression, on l'entend beaucoup, d'être passé à côté de son accouchement, d'avoir cette frustration-là. Et ça peut être un peu à droite, un peu à gauche, c'est-à-dire c'était pas assez dosé, donc j'ai trop senti, c'était trop dosé, donc j'ai rien senti. Finalement, qu'est-ce qu'il faudrait. Ce qui était intéressant, je me souviens d'un cas où une personne disait elle aurait voulu accoucher sans péridurale. Au bout de quelques centimètres, elle l'a demandé parce qu'elle ne supportait plus la douleur. Et elle disait mais je suis contente quand même parce que j'ai vraiment eu tellement mal au début, jusqu'à ce que je l'ai, j'ai vraiment eu super mal. Et elle dit une phrase du type c'était quand même vraiment. Du coup, c'était un vrai accouchement. Et donc, il y a aussi eu. Voilà, il y avait une injonction. Finalement, il y a aussi une injonction à la douleur qui était que c'est un vrai accouchement que si on a souffert. On pouvait aussi l'entendre comme ça à ce moment-là. Elle avait senti que elle pouvait faire partie de la communauté des femmes qui avaient accouché parce qu'elle avait eu mal. Et elle était fière d'avoir eu mal et pour elle, c'était important. Les rapports à la douleur aussi, dans un certain cas, il faut absolument l'éradiquer, et dans d'autres, il faut plutôt l'accompagner. Et puis parfois, il y a cet entre-deux où c'est bien de l'avoir connu, mais si on ne peut pas trop. Voilà, c'est un peu ça qui me vient sur une question sur cette question. Moi, j'aurais envie de dire que l'injonction, elle est positive à partir du moment où peut-être on en a conscience et qu'elle vient nous accompagner dans notre chemin. C'est ce que je disais, on en a tous, on ne vient pas de nulle part, donc on ne se libère pas de tout. Je pense aussi que parfois, dans notre chemin, notre construction, notre caractère, il vient aussi nous apporter une certaine sécurité. Il y en a qui sont très angoissés, il y en a qui sont très cool, chacun son caractère, chacun sa façon de vivre les choses. Et je pense que ça a créé des injonctions qui ne sont pas les mêmes. Ce qui est intéressant, je vais faire plein de pubs pour l'accompagnement global. Ce qui est intéressant dans l'accompagnement global, c'est un peu ce que je disais tout à l'heure, c'est que comme on va se voir plusieurs fois, comme on se connaît, comme on apprend aussi à comment fonctionne l'autre, ça permet qu'au moment où, en effet, au moment de l'accouchement, c'est quand même un moment très très particulier, où j'ai envie de dire, à la fois les femmes elles sont dans une puissance extraordinaire, mais à la fois dans une vulnérabilité aussi qui est énorme, parce que on peut tout dire, que le fait de se connaître, le fait de comprendre, le fait de savoir comment on fonctionne, du coup, ces injonctions qui vont nous mettre en sécurité, elles vont aussi être importantes à respecter. Parce que celle qui est très angoissée, elle a peut-être plus besoin qu'on soit près d'elle, qu'on lui parle, qu'on la rassure, qu'on lui dise, qu'on lui explique que voilà. Et puis il y en a d'autres, elles ont plutôt besoin qu'on les laisse un peu tranquilles. Elles viennent nous chercher une fois de temps en temps pour nous dire voilà, j'ai peut-être un peu besoin. Mais... Donc, encore une fois, je reviens sur la fertilité. Mais non, je pense que toutes les injonctions ne sont pas négatives. Ça dépend aussi comment on les intègre. Comment elles ont été discutées, mais même les protocoles à l'hôpital, c'est pas tout blanc, tout noir. À partir du moment où ça a été discuté, où ça a été compris, je pense qu'elles peuvent devenir aussi quelque chose qui est positif pour tout le monde, en fait. Oui, en tout cas, à partir du moment où c'est conscientisé, comme tu dis. Oui, bien sûr, à partir du moment où c'est discuté et compris. C'est parfois là où il y a la limite. C'est parfois on attend, on n'explique pas, on ne sait pas, et c'est ces femmes qui me racontent qu'elles savent pas ce qu'on leur a mis dans la perte, qu'elles savent pas ce qu'on leur a fait, qu'elles ne comprennent pas, on leur a pris leur bébé, elles savent pas. Ça, en fait, c'est en effet pas normal et ça devrait plus exister. Mais parfois, on doit intervenir, parfois, on a pu l'expliquer, et si on a pris le temps et que la personne a compris, je pense que c'est pas forcément négatif. C'est pas...
pour compléter ce que tu dis, Anne, j'ai perdu ce que je voulais dire. Non, si, c'est le côté savoir qu'il y a d'autres choix en fait. Je trouve que quand on connaît l'existence d'autres choix, avoir une injonction et savoir qu'en fait on la reçoit mais qu'il y a des alternatives et qu'on les connaît, c'est du coup, comme tu dis, c'est prendre conscience que c'est une injonction mais qu'il y a des variantes. Aux Pays-Bas, à nouveau, quand vous faites votre projet de naissance vers 30 semaines, on vous présente les 4 modalités d'analgésie. On va vous dire, alors vous avez la péridurale, il y a une liste avec les pour d'un côté et les contre de l'autre. La morphine, alors intramusculaire ou intraveineuse, les pour d'un côté, les contre de l'autre pour chacune, et le fameux protoxyde d'azote que j'évoquais tout à l'heure, le gaz hilarant, les pour et les contre. Voilà, et on vous dit, bossez les fiches, vous regardez, et puis vous revenez le mois prochain et vous me direz qu'est-ce que vous choisissez comme analgésie, sachant que bien sûr, il y a celui où c'est l'accompagnement physiologique sans analgésique médicamenteuse. Mais juste de savoir qu'elles existent, ces possibilités, quand votre sage-femme, là en l'occurrence aux Pays-Bas, va vous dire mais si, tu peux faire sans, t'as pas besoin, ton corps sait faire tout seul, savoir que elle a le droit et elle peut, si elle le souhaite, elle, avoir le protoxyde d'azote, ou si elle veut, elle peut même passer à l'autre côté hôpital et bénéficier de morphine ou de péridurale. Ça fait que je trouve qu'on reçoit l'injonction différemment parce qu'on la met au regard justement de ces autres des choix possibles, et donc on revient sur la question de la gentilité. Oui, donc finalement, on anticipe un petit peu, mais je voulais vous demander comment est-ce qu'on peut faire pour s'émanciper de ces injonctions, celles qui sont justement négatives, bloquantes, aliénantes, etc. Et toi, tu as l'air d'indiquer qu'en tout cas, mettre de l'information à disposition, c'est très aidant. Et du coup, je poursuis sur ça. Mais effectivement, oui, je crois que c'est mettre de l'information, parce qu'effectivement, tout le monde s'informe par soi-même, mais entre guillemets, horizontaliser cette information pour que ce soit une information partagée et reconnue, que ça ne soit pas quelque chose que quelqu'un a vu de son côté avec uniquement une dimension conviction, mais qui est aussi une dimension informative reconnue, qui puisse être commune. Et puis je pense créer des récits de parcours diversifiés. C'est-à-dire, c'est ce dont on manque, je trouve, cruellement en France, où voilà, 96% des femmes accouchent à l'hôpital. Donc oui, il y a le 0,4% des femmes qui n'accouchent pas à l'hôpital, mais quand on est pas sage-femme, on les entend peu, on les connaît peu. Et pareil, comme j'évoquais, voilà, 83% de femmes d'accouchement avec des péridurales. On connaît des femmes qui accouchent sans péridurale, on a beaucoup dans cette salle. Mais je veux dire, pareil, c'est des récits qu'on va peut-être un peu moins connaître. Donc je trouve qu'il y a une diversité possible, en tout cas, de parcours, que ce soit de suivi. Aux Pays-Bas, c'est 90% des femmes qui sont suivies par une sage-femme, et que 10% par les gynécologues. En France, on est à 52% gynécologues et 48% plutôt sages-femmes. Voilà, qui est des diversités quelles qu'elles soient. Ça permet d'avoir une dimension un peu plurielle et du coup d'incarner les différents choix possibles. Et que ça ne reste pas juste un truc sur la brochure, mais bien, ah oui, je connais un tel, elle l'a fait, puis et ça s'est très bien passé. Voilà, et donc... je trouve que pour s'émanciper de ces injonctions, on a besoin de créer un peu des récits partagés, une horizontalité de l'information, et puis bien sûr des nouvelles maisons de naissance. Vous l'avez dit, 10 maisons de naissance sur toute la France. Il y en a déjà, elles ne sont pas partout. L'information, d'abord avoir accès à l'information. Je pense que même dans le sondage CAL, il me semble, j'avais passé un post Instagram où vous posiez la question dans la rue, est-ce que vous connaissez, est-ce que vous savez ce que c'est. Enfin voilà, il y a quand même beaucoup de gens qui ne connaissent pas. Alors, souvent, quand on leur explique, ils trouvent ça plutôt chouette, ils sont intéressés. Et quand même, il y en a beaucoup qui ne connaissent pas. Et puis, une fois que les gens ils ont la connaissance, il faut qu'ils puissent avoir accès. Donc, si vous êtes dans un endroit où vous êtes dans un désert médical, où il n'y a qu'une seule maternité, en fait, vous n'avez pas trop le choix. Donc, voilà, l'injonction elle est aussi parfois juste structurelle, parce que
si là, je suis dans une maison de naissance et qu'il n'y a pas de maison de naissance à côté de vous, alors il y a des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres pour aller trouver une sage-femme qui fait du domicile, un plateau technique ou quelque chose, mais quand même, il y a quand même beaucoup de maternités en France qui aujourd'hui diabolisent encore quand même ces parcours dits aspiques, voilà, ou parallèles, ou enfin, voilà, qui pour moi sont la norme, devraient être la norme, parce que c'est a priori de base, il y a quand même beaucoup de femmes pour qui ils sont en bonne santé, vont bien, enfin voilà, et qui n'ont juste pas le choix, même si elles ont l'information, parce que juste autour de chez elles, il n'y a pas cette possibilité. Donc ici, on a de la chance, à Paris, il y a globalement du choix, globalement la disponibilité, globalement un accès à l'information assez facile, mais c'est pas le cas partout. Ça, c'est une des premières choses que je voulais dire. Et puis après, se libérer des injonctions. Alors ça, moi, c'est sûr que je vais raconter ma vie là. Donc je suis partie du Calme pour aller à l'hôpital de Carcassonne. Carcassonne, c'est pas Paris 12e. C'est une ville très pauvre, c'est une région très pauvre, c'est un désert médical. Il y a une seule maternité, sinon c'est Toulouse ou Garonne. Il y a une maison de naissance à Castres, donc il y a quand même des choses. Enfin, voilà. C'est une maternité qui a un plateau technique ouvert avec une sage-femme libérale. Donc il y a des ouvertures, il y a des choses qui sont possibles. Mais il y a aussi des gens, clairement, c'est pas leur problème, c'est pas leur question, voilà, ils sont juste comment je bouffe ce soir, quoi. Donc se poser la question. Alors je ne dis pas que parce qu'on est dans un petit milieu social ou qu'on n'a pas d'argent, on se pose pas ces questions, j'y crois pas du tout et je pense que c'est pas vrai. Et peut-être que le projet de Montreuil va aussi pouvoir ouvrir des choses, parce que je sais qu'il y a toute une réflexion sur le fait qu'il n'y ait pas de dépassement d'honoraires. Enfin voilà, je trouve ça vraiment super parce que je pense que ça devrait avoir un accès beaucoup plus grand et ça devrait être plus accessible. Mais c'est vrai quand même qu'en fonction de la population, en fonction des problématiques, en fonction de ça, les injonctions, c'est pas facile de s'en libérer. Donc elles sont à plein de niveaux, mais même si on a l'information, on n'a pas forcément l'accès, parce qu'il n'y en a pas forcément à côté de chez nous. Donc il faut continuer à militer, il faut continuer à signer plus de maisons de naissance. À un moment, il y avait un discours, c'était une maternité, une maison de naissance. Voilà, il faut y aller, il faut continuer, et que si c'est pas une maison de naissance, c'est en tout cas des partenariats avec des sages-femmes qui font du domicile, c'est des plateaux techniques, en tout cas qu'il y ait des choses qui soient possibles pour que l'information elle puisse quand même être là pour les femmes qui peuvent avoir accès à ça. Et en effet, plus il y en aura, plus il y aura de discours, plus il y aura de témoignages, plus les gens auront l'information. Moi, j'aime bien aussi raconter ça, c'est-à-dire qu'au moment où on a démarré le Calme, moi c'était l'âge où toutes mes copines faisaient des enfants. Donc évidemment, on en parlait beaucoup, on se posait beaucoup de questions et tout. J'ai des copines qui sont venues au Calme et que j'ai accompagnées au Calme, et il y en a qui ne sont pas venues, mais elles savaient que ça existait. Et elles ont fait un autre choix et c'est OK. Mais en tout cas, elles avaient l'information il y a des choses différentes qui existent, vous pouvez avoir la possibilité d'avoir un peu de choix. Et du coup, en conscience, elles ont fait les choix qu'elles ont fait et c'est OK en fait. Je pense que c'est vraiment très important pour en effet pas forcément tomber dans un excès aussi qui ne serait pas forcément positif pour toutes les femmes. Il y a des femmes à qui ça convient très très bien et il y en a d'autres non. Donc je pense qu'il faut donner une multitude de possibilités. Aujourd'hui, c'est possible. Donc je trouve que c'est vraiment ça qui est chouette, c'est de donner du choix. Et c'est ça, c'est l'émanciper des injonctions. C'est en effet, je pense, pouvoir, en fonction de son histoire, se dire moi je suis prête à ce choix-là, ou moi j'ai envie d'un autre choix, et que tout puisse être disponible, pas trop loin de chez soi. Et ça, on en a encore moins. Merci beaucoup. Pour clore cet éventail de réflexion, je vous propose la réflexion très conçue de Chantal. Je voulais vraiment vous laisser le temps. Tu m'as dit que j'ai le droit à 20 minutes pile. Je me suis chronométrée, c'est 20 minutes. C'est parti. Voilà. Donc, il y a pas mal de choses évidemment qui se recoupent, mais évidemment, c'est un petit peu différent. Alors, moi, quand je commence à réfléchir sur quelque chose, je commence à aller dans le dico. Et j'ai regardé quelle était la définition du mot injonction. Alors, une injonction, c'est un ordre, un commandement précis, non discutable, qui doit être obligatoirement exécuté et qui est souvent accompagné de menaces et de sanctions.
Le terme est un terme juridique qui, pris dans son sens juridique, est un ordre du juge adressé à une partie au procès. Faire ou s'abstenir de faire quelque chose. Alors en psychologie, ce sont des messages négatifs que les individus reçoivent lors de leurs premières années, qui peuvent avoir un impact négatif sur leurs pensées, leurs sentiments et leurs comportements. Alors donc je me suis dit, voyons voir, ce qui est intéressant, c'est de partir des injonctions que tout le monde a, hommes, femmes, de voir quelles sont les injonctions un petit peu plus précises pour les femmes, et puis celles pour les mères, et voir si c'est les mêmes ou s'il y a des différences. Je trouvais que c'était important de faire cette espèce de focus comme ça. Oh, pardon. Alors, les injonctions pour tout le monde. Vous l'avez dit au masculin ou au féminin? Féminin. Là, vous avez gagné. Alors, les injonctions féminines, mais on peut les dire au masculin. Sois parfaite, fais des efforts. Sois forte, dépêche-toi et fais plaisir. Les injonctions maintenant qui sont plus particulièrement adressées aux femmes, c'est être sexy, mais pas provocatrice, maîtresse de son apparence en permanence, c'est-à-dire ni trop grosse, ni trop maigre, mais toujours origine quand même, pour garder la ligne, que scrute en permanence le regard de la société. Correspondre à une image lisse, imberbe, jeune et décorative. Être le plus invisible possible, c'est-à-dire ne pas élever la voix, ne pas trop faire preuve d'autorité ou d'émotivité. Responsabiliser les femmes victimes, par exemple viol, elles ont une vie trop courte, donc on peut y aller. Maltraitance physique, elles ont dit quelque chose qui n'allait pas au monsieur, voilà, donc c'est normal, ou psychique. Les injonctions plus particulièrement adressées aux mères sont essentiellement, comme vous l'avez dit d'ailleurs, des injonctions paradoxales. Alors, être dévouée à ses enfants, mais pas entièrement. Faire tout pour que ses enfants soient heureux, mais les entraîner dès le plus jeune âge à fournir des efforts pour obtenir ce qu'ils désirent, tout en leur apprenant à gérer leurs frustrations et leurs déceptions. Ne jamais se fâcher, être toujours douce et patiente, sourire, expliquer, répéter, mais être ferme sur les règles, particulièrement les règles comportementales. Savoir en toutes circonstances quoi faire, mais ce savoir faillible quand même, et savoir que de toute façon, chaque enfant a son propre libre arbitre. Être toujours disponible, mais avoir ses propres aspirations professionnelles et ses propres loisirs. L'essentiel étant d'être heureuse. Et démarre-toi avec tout ça. À ce stade du constat, je me suis dit que peut-être évoquer quelques vignettes historiques pouvait donner des éléments de réflexion. Je pense toujours, par rapport à ta dernière question, que pour savoir où on veut aller, qu'est-ce qu'on veut, il faut savoir d'où on vient. Donc, évidemment, pour en prendre plein des vignettes historiques, j'en ai pris deux. Voilà. Dans la démocratie grecque antique, pourquoi j'ai pris ça? Parce que les démocraties, c'est quand même notre lieu, on va dire, civique les plus... Enfin, on est parti de là, en tous les cas. Donc, chez les Grecs, il y avait 3 sortes d'humains qui ne pouvaient pas avoir le statut de citoyen, qui étaient donc des sous-citoyens. Parce que pour avoir le statut de citoyen, j'ai un peu regardé, ça m'a intéressé d'ailleurs l'histoire des Grecs, pour un Grec, pour faire partie de la cité, avoir un projet politique, etc., il faut avoir du temps. Il y a donc 3 types de personnes qui n'ont pas de temps, qui n'ont pas la culture de l'endroit. Un, c'est l'esclave, parce qu'il est privé de liberté et il est occupé à travailler tout le temps. Le deuxième, c'est intéressant, c'est l'étranger qui est privé de la culture grecque, donc de l'esprit civique aux yeux des Grecs. Et la femme, qui est prise par ses grossesses, ses enfants et ses allaitements. On voit bien combien
ces exclusions antiques persistent encore aujourd'hui sous forme d'inégalités et de préjugés qui nuisent non seulement aux travailleurs et aux étrangers, mais aussi aux femmes, même si l'idéal paritaire des sociétés modernes veut que les femmes soient pleinement reconnues, à la fois comme mères accomplies, travailleuses présentes dans la vie sociale et citoyennes actives. Alors, la deuxième réflexion que j'ai faite, c'était autour du... De plus, l'exaltation... deuxième, c'était autour des croyances religieuses. Alors, donc, j'ai pris la chrétienté parce que c'est ce qui correspondait le plus à notre culture. Donc, l'exaltation spirituelle chrétienne, en réaction à l'immoralisme du bas empire romain, a largement contribué jusqu'à aujourd'hui au mépris du corps et donc de la sexualité, finalement, des femmes, de la maternité. La sainteté de Marie, mère de Dieu, implique dans l'imaginaire chrétien sa virginité. Afin de l'extraire de la malédiction du péché originel, est alors introduit le mystère de l'Immaculée Conception, permettant de faire une pierre deux coups. Marie, qui conçoit sans péché, traduction sans sexualité charnelle, bénéficie de la première procréation déifiquement assistée de l'histoire. Plus tard, vers 1850, sera inventé le dogme de l'Immaculée Conception, et ça je ne savais pas, hein, j'ai tombé des nues en voyant ça, qui faisait de Marie elle-même la première personne humaine à avoir été conçue sans sexualité. C'est-à-dire que Anne, c'est en 1850, hein, le dogme de l'Immaculée Conception. À ma connaissance, seules 2 procréations, donc, déifiquement assistées, ont donc existé dans notre histoire. Il faudra que vous me disiez si vous en voyez d'autres, parce que ça m'excite d'être passé. Je ne pourrais pas. Alors, cette survalorisation de la virginité a aussi des origines dans celle des Vestales de la religion romaine, qui a donc influencé la religion chrétienne. La chrétienté fait donc de la femme enceinte, de la future mère, une femme maculée. Puisqu'elle n'est pas immaculée, elle est maculée. Ça veut dire souillée par le sperme. Ces préjugés aggravent à l'évidence la fameuse charge mentale qui incombe aux mères et freinent la mise en œuvre des moyens institutionnels et matériels qui faciliteraient leurs tâches. Par exemple, la construction prioritaire de crèches de qualité et en nombre suffisant, Aussi, si la maternité est bien une expérience aujourd'hui valorisée par la société et le taux de natalité un indicateur de dynamisme économique, les femmes en paient souvent le prix, tant sur les plans physiques et psychologiques qu'en termes d'inégalité professionnelle et économique et de représentation politique. C'est au siècle dernier que les femmes sont arrivées massivement sur le marché du travail. Le corollaire logique aurait été le rééquilibrage au sein du couple de l'effort du travail domestique. Or, l'essor de l'électroménager a bien été un gain de temps, mais vite réinvesti dans le monde du travail, et donc souvent un leurre en termes de liberté, même si dans les réclames, tu as la machine à laver qui te libère. Que dalle. Ces représentations dans les publicités sont cruellement mensongères. Faire marcher une machine à laver te fait plus gagner de temps pour aller travailler que cela ne te libère. Quelques chiffres trouvés dans les enquêtes. Je ne vais pas vous citer tous les noms, mais je peux le faire. Mais ça, c'est quand même rasoir. Hein. Alors, c'est essentiellement, j'ai trouvé ça dans l'INSEE. 160 000 parents sont aujourd'hui sans mode de garde pour leurs enfants, et ce sont les femmes qui payent le prix cher, le prix fort, en sacrifice de carrière et donc en précarité. 27% des femmes disent avoir été discriminées au travail en raison de la grossesse, du congé maternité, contre
7% des hommes. Les mères sont 2 fois plus discriminées sur le lieu de travail que les autres femmes. La différence de durée des congés maternité et des congés maternité sont de 112 jours pour les femmes contre 28 jours pour les hommes. Ces différences font penser aux employeurs qu'embaucher une femme est plus à risque qu'embaucher un homme. Les mères réduisent leur temps de travail social pour assurer leurs tâches domestiques et précarisent ainsi leurs conditions. Pour les hommes, c'est exactement l'inverse, car la paternité est fréquemment accompagnée d'une promotion. Donc du coup, ils ont moins de temps. Les études montrent que plus un homme a d'enfants, moins il consacre du temps au travail domestique. Au total, l'ajustement au temps partiel est 10 fois plus important pour les femmes que pour les hommes. Je pourrais continuer longtemps à énumérer cette série d'inégalités, mais l'idée que je défends ici est qu'il n'y a aucune raison pour que la maternité soit un frein à une carrière. Par contre, le sexisme, oui, est un obstacle pour les carrières et pour tout d'ailleurs. Comment expliquer que la machine à laver, les robots de cuisine et l'aspirateur soient souvent, pour un homme, les seules machines dont le fonctionnement leur soit parfaitement inintelligible? Quand on fait le lourd constat des inégalités entre hommes et femmes, et encore plus accablant des inégalités entre pères et mères, on se dit qu'il faut une sacrée dose de courage et de forte injonction à la maternité pour nous pousser à faire un enfant. L'injonction sans l'égalité aboutit en fait à aggraver la subordination des femmes. Pourtant, la plupart d'entre nous, on a fait des enfants. Tout en, moi aussi, tout en pressentant la cascade d'injustice que ce choix entraînerait. Bien qu'avertie, la confrontation à la réalité a souvent fait vaciller notre fameux courage. Certaines d'entre nous se sont retrouvées emmurées dans la dépression et parfois cette dépression est allée jusqu'au suicide, comme vous le savez. Partant du principe que les femmes ne sont pas folles, alors pourquoi ce choix d'enfanter, qui bien sûr n'est pas que naturel, mais aussi, comme on l'a dit tout à l'heure, culturel et spirituel? C'est que suivre l'injonction à la maternité est certes aussi un accomplissement pour une femme. Oui, mais si c'est un choix libre, ce que seul peut garantir un libre et plein accès à la contraception et à l'avortement. On le sait, sans la liberté de ne pas avoir d'enfant, la grossesse et la maternité risquent d'être des contraintes, des aliénations, des moyens de subordonner les femmes. La grossesse et le fait d'élever un enfant sont le socle de la condition humaine qui n'existe que dans le temps et ne dure et ne se renouvelle que par la naissance et la succession des générations. Cette évidence anthropologique transcende toute injonction, grossièrement finalement, moraliste et nataliste. La véritable injonction humaniste est de réunir les conditions permettant aux parents de construire des projets parentaux de façon libre et heureuse. Il y a des exemples remarquables, mais exceptionnels. Madame Ursula von der Leyen, qui est donc présidente de la Commission européenne, elle a 7 enfants. Et Madame Yael Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale, a 5 enfants. Bien sûr, on peut discuter du fait qu'elles sont nées dans des familles privilégiées, qu'elles avaient la culture, qu'elles avaient, bon, etc., etc. Et qu'elles avaient des conditions favorables, faciles pour élever leurs enfants. Moi, ce que je dis, c'est que toute femme doit avoir des conditions favorables et faciles, point. Et qu'il n'y a pas plus ou moins dur et plus ou moins vrai selon
voilà, que le bonheur pour l'ensemble des femmes, eh bien, c'est d'être aidée et d'être aidée de façon correcte et juste. La famille n'est donc pas fatalement aliénante, mais à condition que la parentalité s'y délivre des rapports de pouvoir. Si la famille despotique est oppressive, construire l'avenir passe d'abord par des rapports familiaux libres et heureux, préalablement nécessaires à l'avènement d'une société ouverte, juste et inventive. Et attention, être égaux ne signifie pas la négation des différences. Au contraire, ce sont les différences qui font les complémentarités. Alors maintenant, je vais parler un tout petit peu du SMAR et de l'accouchement respecté. Alors donc, cet accouchement qui est selon moi l'âme de ce que défend le SMAR, parce qu'il est, la SMAR plutôt, parce qu'il est à la fois un marqueur des différences biologiques entre hommes et femmes. Le fait d'accoucher, d'allaiter est exclusivement féminin, ça n'appartient qu'aux femmes. C'est aussi un événement fondamental de notre temps de vie. Le moment de l'accouchement, c'est une borne. Il y a la naissance, il y a la mort, il y a l'accouchement. C'est donc une borne de vie qui marque le temps. C'est une affirmation donc de cette horloge biologique des femmes et des mères. Cette horloge, selon moi, c'est la boussole de l'humanité, lui rappelant son inscription dans le temps. Et enfin, parce qu'il doit être valorisé sans pour autant nuire à la liberté des femmes. En conclusion, la persistance des préjugés aggrave le retard des pratiques sociales. Les dénoncer est une première étape, mais il est ensuite urgent que l'organisation sociale développe au mieux et à la fois la culture du respect et les moyens matériels qui seuls pourraient permettre aux femmes d'assurer heureusement l'injonction à la maternité, tout en menant librement leur vie sociale et leur participation civique. 20 minutes, je dis. Bravo. Merci beaucoup Chantal pour ce magnifique exposé. Et ça reprenait, ce que vous avez dit. Donc c'est pour ça que je me suis dit c'est mieux. Non, il y avait plein de choses. C'est un original et féministe, important. Tu peux laisser ça, on en avait besoin. C'est pas un gros mot. Maintenant, du coup, je vous propose de passer à un temps de questions. Il nous reste un petit peu de temps. De façon à fluidifier nos échanges, on va faire circuler un micro dans la salle. Et je vous demande d'adresser vos questions et remarques, si possible, à une de nos invitées, pour cibler la personne qui est la plus à même de vous répondre. Merci. Moi, je voudrais. Alors, je ne sais pas exactement qui voudra répondre à cette question, mais je vais reprendre une phrase que vous avez dite, Chantal, disant les femmes ont besoin d'être aidées. Du coup, je me pose la question, dans cette question de s'émanciper des injonctions, de plutôt une vision de répartition différente des rôles et de la parentalité. Et donc, en fait, dans cette question d'injonction, où est la place du coparent? Est-ce que vous avez un avis là-dessus? Ça peut être vous ou vos intervenants. On va se passer peut-être à... comme je l'ai dit, tant qu'il n'y aura pas une égalité réelle homme-femme dans les temps, dans la façon d'investir le quotidien, j'ai parlé des crèches. Pourquoi j'ai parlé des crèches? Parce qu'il me semble que les places en crèche doivent être réservées aux femmes qui ont quand même peu d'argent. C'est dans une société, c'est là où ça devrait être fait. Et pourquoi? Parce que les nounous, ça se paye, et je suis contre, enfin là je suis en plein en train de réfléchir à ça, je pourrais revenir si vous voulez, sur tout le travail en plus gratuit offert par les grands-mères au niveau du soutien des femmes. Et quand je dis gratuit, il y a même des fois, elles refilent un peu de pognon pour aider, si tu vois ce que je veux dire. Et donc,
tous ces temps, et en plus, elles s'occupent, les grand-mères, de la génération d'avant. Et donc, elles sont aussi dans l'aide de leurs propres parents, qui là sont souvent pas trop loin de la fin de vie, et qu'il faut qu'elles aident aussi gratuitement, bien sûr. Voilà. Donc, tout ce travail gratuit, c'est qui est fait, c'est essentiellement un travail féminin. Pas que, mais c'est essentiellement le travail féminin. Et tant que ce travail ne sera pas reconnu, ça veut dire que soit on considère qu'il faut le payer, puisque quand les femmes ont investi le moment où elles ont investi le champ social et le travail, évidemment que là, elles ont été rémunérées. Et elles l'ont fait, comme je l'ai dit, parce qu'il y avait la révolution industrielle qui a permis de dégager du temps pour qu'elles puissent le faire. Et que la société a commencé à s'organiser. Pourquoi ? Parce que quand même, dans la dernière guerre dont tu as parlé, quand les hommes étaient au front, les femmes ont tenu. Pareil, elles ont fait leur travail domestique plus le travail social pour tenir le pays. Et elles l'ont fait. Et elles sont rentrées juste avant. Et la façon de les payer, ça a été de leur donner, et ça n'a pas été simple, le droit de vote. Voilà. Et voilà, on est rentré quand même très très tard, même par rapport. Les Tunisiennes ont eu leur droit de vote avant nous, par exemple. Voilà. Tout ça pour dire que c'est quand même des bagarres sur des générations. On n'a pas fini de réfléchir à tout ça. Et oui, il faut se battre tous les jours, il ne faut jamais lâcher. Vous voyez bien, non mais c'est vrai, un Doberman, tu vois, et tu lâches pas. Et bien 10 ans après, 15 ans après, tu obtiens des trucs. Pas tout, hein, mais des trucs. Merci. Est-ce que je peux enchaîner ? Oui, oui, bien sûr. Justement, de rien lâcher, comment ça se passe aux Pays-Bas ? Moi, j'ai retenu qu'il y avait un peu une injonction à la physiologie aux Pays-Bas. Ça me paraît hyper bizarre, moi, de coller ces deux. Est-ce que, Judith, tu as observé des mouvements militants qui visaient à s'émanciper de ces injonctions ? Quels seraient leurs outils et leur progression ? Je pense que tu peux me parler de ça. Ça m'intéresse. Merci pour la question. Non, j'ai pas observé de mouvement militant contre, mais j'ai observé. En fait, c'était marrant parce que je me souviens d'une femme, pour le coup, en France, qui essayait de négocier comme elle pouvait, de ne pas avoir le monitoring en continu, de avoir une césarienne, de ne pas avoir les césariennes, et puis même de ne pas avoir la péridurale en accouchant par voie basse. Et je me souviens vraiment de cette femme-là qui un peu suppliait le médecin et qui vraiment négociait point par point comment est-ce qu'elle allait pouvoir obtenir un accouchement physiologique. Et en fait, j'ai vu la même femme aux Pays-Bas qui, elle, donc quand on est en train d'accoucher aux Pays-Bas, on appelle sa sage-femme, elle vient à domicile et elle reste aussi longtemps qu'on en a besoin à domicile jusqu'au moment où la femme peut décider de quitter son domicile pour aller en maison de naissance ou en plateau technique ou parfois en hôpital si elle a besoin d'un suivi médicalisé. Et j'ai vu cette même femme dire à sa sage-femme au bout de 2 cm de dilatation, je veux que tu appelles l'hôpital s'il te plaît et que tu trouves un hôpital, parce que là-bas il faut trouver l'hôpital où on accouchera un peu en dernière minute, et je veux que tu trouves un hôpital où il y a un anesthésiste disponible parce que moi ce que je veux c'est une péridurale. Donc la sage-femme était là, non mais on est bien, on a le temps, on y verra plus tard. Et en fait, elle a dû faire preuve à nouveau de cette agentivité et de cette capacité de négociation pour obtenir l'accouchement de son choix en fait. Et finalement, c'est ce qui s'est passé. Elle a bataillé, la sage-femme a appelé, elle a trouvé un hôpital disponible avec un anesthésiste qui était prêt à faire la péridurale, parce que c'est pas une mesure d'urgence là-bas, donc les cas de femmes qui en demandent une passent après les cas d'urgence de l'hôpital. Donc effectivement, et elle l'a obtenu. Et donc en fait, pour moi, quelque part, c'est la même femme. C'est la même femme, mais vue des deux côtés, c'est une femme qui est consciente de ses choix, qui est consciente de ses possibilités et qui va exiger, demander, de faire valoir son désir à elle et pas celui de la société. Donc non, il n'y a pas des mouvements syndicaux là-bas, mais je pense que sur le sujet, mais je pense que le fait que les choix soient davantage connus, explicités, présentés, et qu'il y ait des parcours pluriels, comme on l'évoquait un peu tout à l'heure, ça laisse quand même davantage la possibilité à la capacité d'agir. Je ne sais pas si ça répond à ta question.
Est-ce qu'il y a une autre question pour prendre la suite? Nous sommes malheureusement beaucoup de femmes à avoir vécu des violences sexuelles et je me demandais si dans vos pratiques vous aviez pu constater que l'une des modalités choisies, que ce soit avec péridurale ou sans, permettait de limiter, on va dire, la réactivation de symptômes post-traumatiques, parce que j'ai entendu dire qu'il arrivait fréquemment que lors des accouchements, il y ait une sorte de réminiscence ou voilà, de cet ordre-là. Est-ce que vous avez déjà pu le constater? Est-ce qu'il y a une préférence, on va dire? Alors, moi, j'ai constaté que effectivement, il y avait une difficulté sur cette zone-là, parce qu'une des façons de se battre au moment où tu es violé, c'est entre autres, si tu vas faire, de déconnecter le corps et le cerveau. Voilà. Et cette déconnexion, elle a lieu aussi dans un marquage corporel. Voilà. Donc, il y a un lieu qui a été désinvesti à un moment donné où il y a eu de la douleur, et psychique et physique, hein, dans le viol, parce que, vous savez tout ça. Donc, c'est sûr que la douleur de l'accouchement peut réellement réactiver la douleur du viol. Alors, le problème, et c'est ça que j'ai remarqué, si tu préfères, c'est que les femmes ont tellement peur de ça qu'elles demandent, effectivement, elles sont demandeuses de péridurale. Mais au moment de la péridurale, comme là, elles veulent vraiment rien sentir, elles demandent des réinjections, notamment au dernier moment. Et donc, elles se retrouvent avec plus facilement des forceps. Donc, avec quelque chose qui ne vient pas d'elle, quelque part, et qui va extraire violemment ce bébé de leur corps, et parfois même ça réactive des douleurs, même si elles sont périduralisées fortement. Donc moi je crois que tout ça devrait faire partie de l'éducation à l'intérieur des cliniques des personnes. Comment on fait pour parler de ça et comment on fait pour essayer d'investir avec son histoire traumatisante le lieu du vagin et comment imaginer la descente du bébé dans le vagin et surtout sa sortie par la vulve. Et parce que dans les formes de viol, il y a aussi des viols qui sont faits avec des objets, et c'est souvent des objets en fer, et donc les forceps rappellent encore ça. Donc je crois que c'est une question de préparation. Donc dans la façon dont vous faites les consultations, c'est-à-dire en prenant le temps réel dont ont besoin les femmes en consultation, c'est sûr que ces choses-là sont abordées. Et c'est sûr que c'est une chance pour les femmes. Mais si par exemple elle arrive à accoucher avec péridurale et sans forceps, c'est déjà une énorme victoire. Et donc il faut tout valoriser, à mon sens. Et expliquer que vraiment, elle a le droit de la péridurale, évidemment, à ce moment-là, il n'y a aucun problème. Qu'il serait bien qu'on laisse quelques sensations jusqu'à ce qu'elles soient supportables. Donc, ça, c'est la sage-femme, d'autant qu'elle ne va pas forcément pousser tellement elle va avoir de l'appréhension. Donc, moi, ce que j'essayais de faire, je n'y suis pas toujours arrivée, mais laisser descendre le plus loin possible le bébé, avec la péridurale et en réinjectant, et quand si c'est possible aussi, avec le monito, voilà, et quand il est vraiment au bord, et qu'elle commence à ressentir, le faire sortir comme ça. Mais là, c'est effectivement, il faut qu'il y ait beaucoup de choses qui sont rassemblées. Oui, tu voulais dire quelque chose, hein? Ce que je peux rajouter, je suis d'accord avec Chantal et avec, c'est vrai, cette contradiction à la fois, excuse-moi, c'est parce que j'arrive pas trop à, il faut que j'arrive à, je pense que
dans des contextes comme ça, c'est sûr que si ça a pu être élaboré avant, discuté avant, il y a déjà beaucoup du travail qui est fait. Le problème, c'est que, et je me mets dedans, est-ce qu'on donne vraiment bien la parole? Est-ce qu'on arrive à vraiment entendre l'histoire et l'accompagner? C'est pas si facile que ça. Enfin, moi, en tout cas, vraiment, je trouve que c'est difficile. Et je suis pas sûre de l'avoir toujours bien fait. Mais je pense que si ça a été quand même élaboré, déjà, il y a des choses qui peuvent être faites. Et après, en fonction du souhait de cette femme qui a vécu cette violence, il faut respecter ce qu'elle a besoin. Donc si son besoin c'est de se dire que quelque part, je vais le dire avec des mots peut-être maladroits, mais qu'elle a besoin de reprendre aussi du pouvoir sur son corps et de se dire non mais en fait là moi j'ai besoin que ce soit moi et qu'il y ait personne d'autre et que du coup j'ai pas envie qu'on intervienne, enfin voilà. Si ça a pu être élaboré et si ça peut être accompagné, je pense que ça peut être aussi quelque chose qui est libérateur pour cette femme-là. Et si à un moment, et ben, dans son parcours, ça devient trop difficile, trop douloureux, souvent on dit c'est la différence entre la douleur et la souffrance, enfin voilà, c'est très subtil hein, cette frontière, en effet, elle l'a accompagnée pour qu'elle puisse être soulagée, pour qu'elle puisse vivre le mieux possible ce moment-là, et pour qu'elle ne le revive pas, elle, comme un moment de violence. Or, l'accouchement, je pense que je n'ai rien à apprendre à personne, l'accouchement c'est violent quand même en fait. Même si ça se passe très bien, même si on est très content, même si on l'a vécu et qu'on est fier de l'avoir fait comme on voulait, il y a quand même quelque chose qui est violent dans l'accouchement. Donc je pense que le plus important, c'est vraiment en effet d'être attentive, d'être à l'écoute le plus possible, et encore une fois, de s'adapter au fur et à mesure à ce que cette femme-là qui a vécu cet événement-là, elle est en capacité de vivre à ce moment-là. Et je pense qu'on ne peut pas mettre toutes les femmes qui ont vécu des violences sexuelles dans la même case. Comme on ne peut mettre aucune femme dans toute la même case, de toute façon, enfin, voilà. Mais je pense que ça, c'est vraiment très important. Et voilà, la préparation à la naissance et l'écoute de l'histoire, ce que je disais, nos injonctions, c'est notre histoire aussi. Enfin, c'est qu'est-ce qu'on s'impose à nous et qu'est-ce qu'on a besoin de se prouver à nous-mêmes. En tant que femme, je pense qu'on, pas que dans la maternité, mais aussi dans la maternité, qu'est-ce qu'on a besoin de se prouver à nous-mêmes à ce moment-là. Et en fait, ça, nous, en tant que sage-femme, on est là pour accompagner ça. Mais moi, je ne sais pas ce que tu as besoin de te prouver ou ce qu'un tel a besoin de se prouver. Je suis juste là pour essayer de lui donner un cadre, essayer de la mettre en sécurité, qu'elle se sente en sécurité et qu'elle puisse aller à ses limites, à ce qu'elle a besoin de vivre. Et parfois, ce qu'elle a besoin de vivre, c'est juste d'être dans la conscience, dans le pouvoir de son corps à ce moment-là et que ça lui échappe. Mais il y en a certaines pour qui ça va être trop difficile et qu'il va falloir accompagner. Et oui, je pense qu'il y en a quand même beaucoup, mais voilà, je pense pas tout blanc, tout noir, quoi. Juste un tout petit truc à rajouter. Il y a un truc que j'ai remarqué qui les aide, pas toutes, hein, mais c'est de leur faire comprendre que le bébé va venir de l'intérieur et va aller vers l'extérieur, alors que le viol est venu de l'extérieur dans leur intérieur. C'est donc un mouvement différent. Et arriver à leur faire investir qu'elles peuvent être volontaires dans ce mouvement-là et pas dans l'autre. Monsieur ? Merci, bonjour. J'avais plutôt une remarque à faire sur le champ lexical, sur le vocabulaire qu'on utilise. Donc, je suis soignant, je suis sage-femme en PMI, et j'essaye de me battre contre les mots obligatoires. Le bébé est obligatoire, les examens sont obligatoires, les prises de sang sont obligatoires, et vraiment, je redonne à chaque fois le consentement éclairé. J'explique ce que c'est, et je dis qu'il n'y a rien d'obligatoire. C'est-à-dire qu'une perfusion, c'est pas obligatoire, une césarienne, c'est pas obligatoire, et on peut toujours décider. Et pour décider, il faut toujours bien comprendre ce que ça implique. Donc voilà, c'était la réflexion, le consentement éclairé. Je passais au moins 5 minutes avec chaque femme sur ce sujet. Merci. Bonsoir, c'était pas voulu, mais c'est exactement dans la prolongation de la remarque d'avant. Je voulais vos points de vue en tant que femme usagère du calme, ou parents usagers du calme, et sage-femme, justement sur la notion de consentement éclairé. Vous parlez du libre choix, de comment ça se travaille, qu'est-ce que vous en pensez dans les structures hospitalières ou ailleurs. Comment développer ce discours. Ouais. Pardon, parce que moi je l'avais pas vu, c'est ça grave. Et de comment
Qu'est-ce que vous avez à me dire sur l'accompagnement? Tu veux répondre? Anne, tu veux répondre? Ah, ouais, je me suis perturbée. Je sais pas si je vais bien répondre à ta question, mais je vais essayer. Je suis évidemment complètement d'accord avec le choix éclairé, c'est ce qu'on a un peu dit, hein, de proposer des solutions. Mais je pense, là encore une fois je me mets dedans, en tant que soignant, je trouve que c'est très difficile en tout cas on n'a pas appris. Moi en tout cas je pense que j'ai pas bien appris à présenter les choses de façon factuelle. Et donc quand on présente toujours aussi un peu avec ce qu'on est et où on travaille. Donc moi, à l'hôpital, je ne peux pas présenter les choses de la même manière que je les présentais au calme. Parce que j'ai des injonctions, parce que je suis dans une structure et que si je veux y rester et j'en ai besoin pour payer mon loyer, et ben en fait, je ne peux pas être complètement en dehors des clous, même si je ne suis pas toujours d'accord avec tout ce que je fais. Donc le choix éclairé, oui. Et après, c'est comment est-ce qu'on présente les choses, et si on fait le choix éclairé, parce que je suis d'accord avec toi, c'est pas obligatoire la perfusion. Mais moi, très honnêtement, à l'hôpital, la femme qui arrive et qui dit qu'elle veut pas de perfusion, en fait, on lui met une perfusion. Enfin, en fait, on lui demande pas son avis, je veux dire, on lui demande pas est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on vous mette une perfusion. C'est comme ça. Oui, mais bien sûr. Mais ça, j'ai envie de dire, c'est des évolutions. Par exemple, c'est pas tout à fait la même chose, mais quand même, les évolutions, moi je me souviens quand je commençais à être une vieille sage-femme, quand j'ai commencé à travailler, on ne demandait pas aux femmes si on pouvait les examiner. Elles venaient pour être examinées. Donc on les examinait, on ne demandait pas l'avis à personne. Une fois de temps en temps, il y en avait une qui ne pouvait pas, qui ne voulait pas, on ne comprenait pas. Je me souviens étudiante d'une patiente qui avait un vaginisme, c'était impossible de l'examiner. Je veux dire, le médecin, il n'était pas du tout en train d'essayer d'expliquer. Enfin, voilà, j'ai pas appris ça. Et puis, petit à petit, on a commencé à prévenir les femmes. On va vous examiner, première étape. Deuxième étape, on va vous demander l'autorisation. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce qu'on peut? Aujourd'hui, mes collègues, mes jeunes collègues, tout est demande. Il y a 20 ans, on ne demandait pas, en fait. Enfin, il n'y a pas si longtemps que ça, en fait. Hein. Donc, et ça, c'est une autre question. Quand on dit dites-moi quand vous êtes prête à vous examiner, on ne lui demande pas en fait si elle est d'accord. Hein. On lui dit tacitement vous êtes d'accord, juste j'attends que vous soyez prête. Donc, elle peut dire non, mais en fonction du contexte et de la situation, c'est quand même compliqué. Parce que parfois, je ne sais pas si on est vraiment obligé. Moi j'ai travaillé au CAM, franchement je pense que j'examinais vraiment pas beaucoup. J'examine plus maintenant que je suis à l'hôpital. Et les femmes sont demandeuses aussi de ça, moi, dans le contexte où je suis. Donc, je ne sais pas si je réponds très bien à ta question. Je trouve que le consentement éclairé, c'est évidemment très important. De donner la parole aux femmes et de leur donner le choix, c'est important. Mais après, on est aussi, en tout cas à l'hôpital, beaucoup. Je pense au calme aussi un petit peu, hein, enfin, dans n'importe où on est aussi pris par... À un moment, on a quand même aussi un peu des obligations. Parce qu'on est inquiet, parce qu'on a besoin de faire des choses, et que du coup, si la dame, elle nous dit non, on est quand même bien dans la mouise. Donc voilà. Après, je pense que si on a un bon lien avec la personne et qu'on arrive à lui expliquer pourquoi, on va réussir à faire les choses et on va réussir à le faire avec elle. Et déjà, ça change tout, en fait. Ça change déjà tout. Mais comme les phobies des aiguilles, en fait, si vous leur parlez pas et que vous y allez brutalement, vous n'arriverez jamais à leur faire une prise de sang. Donc c'est pour tout, c'est pour tous les soins, et même pour plein d'autres choses dans la vie, mais c'est vrai que c'est très très compliqué à l'hôpital. Et moi je dis souvent, c'est compliqué alors que franchement c'est une tous les combien. C'est une tous les combien en fait qui veut pas, parce que la plupart en fait, elles vont suivre le truc quoi, enfin elles se posent pas de questions. Mais celle qui dit non, ça, on va en entendre parler pendant des semaines. Ça, c'est clair. Mais je pense que les sages-femmes en France, en tout cas, on a à apprendre ça, à pouvoir exposer plus clairement les choses. C'est pareil, moi, les avantages et les inconvénients de la péridurale. Qui explique ça aux femmes en France? Qui en fait? Je crois qu'il n'y a pas grand monde. Enfin, moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui font ça. Donc,
je pense qu'il y a des cultures où on est plus formé à ça et qu'en France, pas trop. Enfin, en tout cas, moi, je ne me sens pas trop formée à ça et peut-être que je ne suis pas bonne là-dedans. Il y en a sûrement qui sont bien meilleurs que moi, mais je trouve que c'est compliqué. Juste dire que pour moi, le consentement éclairé, c'est une adaptation culturelle à chaque personne. Parce qu'il est bien évident que je ne vais pas expliquer de la même façon à, je sais pas, à une agrégée de philosophie qu'à une femme qui est immigrée, qui ne parle pas très bien le français, etc. Ça ne va pas être du tout le même langage. Et donc, c'est ça que je trouve passionnant. C'est-à-dire comment moi, je vais justement m'adapter pour rendre l'autre intelligent. Et en faisant ça, ça me rend intelligente. Okay. C'est pas tellement une question, c'est plus peut-être un apport d'éclairage par rapport à la question de comment on fait ça au calme. Donc moi je suis auxiliaire du calme et comment je l'ai vécu cet accompagnement. Et il y a eu, enfin, dans mon cas personnel, j'étais vraiment empowerée. J'ai du mal à traduire ce nom d'empowerment. Empouvoirant. Empouvoirant, merci. Et j'étais vraiment empouvoirant grâce à toutes les informations factuelles que j'ai eues en amont. J'ai eu un transfert et lors de mon transfert, j'étais tout le temps consciente des choix que je pouvais faire. J'ai dit non à beaucoup de choses, mais d'une façon éclairée, pas parce que je ne voulais pas. Et j'ai dit non à beaucoup de choses, j'ai dit je veux que ça soit fait dans tel ordre. Et je n'aurais jamais été capable de faire ça si je n'avais pas eu l'accompagnement que j'avais eu au calme. Bah oui. Et l'information. Oui, c'est vrai que pour ajouter un dernier mot là-dessus, moi je suis aussi usagère du calme et je suis aussi cette patiente qui dit non à tout, qui est philosophe, qui veut pas faire le test du diabète de grossesse, qui veut pas faire les prises de sang, qui veut pas faire la tourso, qui veut pas faire d'écho, qui veut pas non plus être suturée alors qu'elle a une déchirure de stade 2, bref, qui veut rien. Et finalement, je trouve qu'au calme, avec le lien qu'on tisse avec les sages-femmes et l'accompagnement global qu'on évoquait, bah, finalement, moi, une fois qu'on m'explique bien pourquoi que c'est important et que bah, j'ai un lien de confiance avec la personne en face, je me laisse convaincre. Alors que je suis cette patiente, donc à mon avis, en maternité, on parlera de moi. Ah ouais, oui. Et en fait, c'est, je pense aussi, pas par hasard qu'on arrive au calme, mais au calme, c'est possible. Parce qu'on a du temps. Ouais. Et oui, c'est un luxe. On a abordé depuis tout à l'heure. Ben oui, Dans les vas-y. hôpitaux, on travaille de plus en plus Vas-y. Pardon, juste pour compléter la petite réflexion, mais on parle pas de cette notion de temps, et moi je travaille quand même depuis quelques années maintenant, et c'est pour moi un vrai luxe de prendre ce temps. Je sais que j'ai des conditions incroyables de travail, de prendre ce temps, d'apprendre à connaître, et voilà, cette notion de temporalité, elle est hyper importante et on est aussi effectivement dans des conditions plus générales où on travaille en permanence en flux tendu. Moi, je sais que je n'ai pas beaucoup travaillé en maternité, j'ai exercé quand même 2 ans plus mes études et je ne savais pas travailler en flux tendu, ça me mettait dans un état de stress. Je ne pouvais pas. Je sais qu'il y a des super sages-femmes et il en faut, tout comme la péridurale, il faut de toutes ces sages-femmes-là. Mais par contre, c'est vrai que de donner une information éclairée quand on a 5 minutes et qu'on a 3 autres patients à s'occuper, c'est impossible en fait. Hein. Donc tout le monde est en souffrance dans ces cas-là et oui, c'est plus largement un système qui est maltraitant. Donc nous, notre luxe, c'est le temps, vraiment, je pense. Et juste pour répondre à ça, c'est vrai qu'aux Pays-Bas, dans lesquels j'évoquais, on est quasiment dans la logique une femme, une sage-femme, parce qu'on est suivi dans un cabinet avec 1, 2 ou 3 personnes qui sont au cabinet, et puis après, quand la personne accouche, c'est une des sages-femmes du cabinet, soit celle qui vous a suivi en priorité, enfin, c'est comme le calme finalement, ou soit une autre qui est de garde à ce moment-là, qui vient et qui reste avec vous du début à la fin. Et si vous passez en médical, s'il y a un transfert, comment dire, la sage-femme reste avec vous jusqu'au bout. Donc c'est vrai que c'est un luxe immense. Enfin, c'est un luxe immense et sans revenir sur le thématique du consentement éclairé, ça permet ce temps, ça permet ce lien, ça permet cette confiance et pour moi dans et c'est absolument nécessaire. C'est vrai que dans le cadre hospitalier, il y a une organisation sociale du travail qui fait que tout ça n'est pas possible de la même manière.
c'est un luxe immense et qui est aussi corrélé, on l'entend, à des choix de société, à des choix politiques. Donc c'est pour ça que je rejoins ce que disait Chantal tout à l'heure, et Anne et tout le monde. Il faut continuer à militer, il faut continuer à ouvrir des maisons de naissance, à diffuser de l'information et à se battre pour qu'effectivement tout le monde ait accès à des conditions d'entrée dans la parentalité qui soient acceptables et idéales et luxueuses. Merci.